Ni son éducation, ni sa profession ne prédestinaient Julie Katz à monter en Israël. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait il y a 3 ans. Depuis, sa vie a changé. Elle parle de son alia comme d'une sortie d'Égypte, suivie bien évidemment d'une traversée du désert. Restez avec nous, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous. Julie Katz, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content de vous accueillir parce que vous avez un parcours tout à fait atypique. Vous étiez partie pour une grande carrière, on va dire, vous étiez avocate pendant, on va dire, 2 ans dans un grand cabinet, puis ensuite vous avez été juriste par choix, voilà, pendant 3 ans et demi dans une grande société, L'Oréal, et malgré vos diplômes, vous avez fait aussi une école de commerce bien connue, l'ESSEC, et la situation, on va dire, qui s'offrait à vous, eh bien, vous avez complètement changé pour arriver ici et faire totalement un autre métier et mener un autre genre de vie. Alors, comment tout ça a démarré et pourquoi, tout simplement, vous avez choisi de venir vous installer en Israël ? Alors, le choix de venir en Israël, ça a été quelque chose de très spontané. C'est bien, nous qui disons à tout le monde, préparez-vous, attention, vous, c'est pas ça. Nous, ça s'est passé de manière très rapide. C'est vrai qu'en fait, on est arrivé ici en août 2016, suite à un espèce de bouleversement général, plutôt dans ma vie, on va dire. Pas quelque chose de dramatique, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mises en mouvement en même temps. Des questionnements professionnels, des difficultés à la maison avec les enfants, quelque chose à redéfinir dans ma maternité, dans mon rôle de mère. Les attentats à Paris, c'était juste après l'année 2015. Et ça vous a beaucoup touché ? Qui m'a touchée parce que déjà Paris, moi, c'était pas trop... moi, j'ai grandi à Strasbourg, c'était pas vraiment une ville qui... Je me suis jamais vraiment sentie à ma place à Paris. Et là, il y a eu une ambiance très morose qui m'a touchée parce que je suis quelqu'un de très sensible et donc émotionnellement, j'étais très bouleversée. Ça veut dire tous les attentats qu'il y a eu en 2015, évidemment. Voilà, le Bataclan, tout ce contexte, en fait. Tout ce contexte, en fait. Charlie Hebdo. Et puis à ça s'additionnait effectivement une situation professionnelle compliquée pour moi. Et en fait, les attentats, etc., il y a eu beaucoup de discussions à Paris avec nos amis. Est-ce qu'on devrait partir ? Si oui, où Israël ? Et nous, on était toujours là, mais non, Israël, pourquoi ? C'est vrai que rien ne nous prédestinait. En Israël, on est très bien ici. Oui, et puis est-ce qu'on va s'adapter là-bas et tout ça ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un besoin de partir assez fort. À un moment où moi, j'étais vraiment dans une situation émotionnelle qui était compliquée. J'avais besoin de prendre du recul, en fait. J'avais besoin d'une parenthèse. D'une parenthèse, exactement. Voilà. De prendre un peu de recul sur ma vie. Voilà. J'avais décidé de prendre un congé parental pour prendre soin de ma deuxième qui venait de naître. Et en fait, mon mari, à ce moment-là, était en transition professionnelle aussi, venait de décider de travailler avec son père qui est basé en Israël. Et donc, en fait, on s'est dit, quitte à prendre du recul autant partir en Israël. Voilà, autant partir au soleil. C'est assez intéressant parce que vos beaux-parents habitent à Jérusalem, mais vous, à part les visiter, etc., vous n'aviez pas vraiment d'attache. En tout cas, vous ne vous projetiez pas du tout ici. Pas du tout. Et pourtant, vous n'avez pas l'air du tout d'être mécontente. A priori, ça se passe bien pour vous aujourd'hui. Ouais, très bien. Bon, alors, vous préparez, on va dire, rapidement vos valises. À partir du moment où vous prenez la décision, tout s'ouvre. Ouais. Vous trouvez un appartement, les papiers, c'est en 2 secondes. Vous trouvez des écoles. Tout se fait vraiment très, très rapidement. Super facilement. Il y a eu un espèce d'enchaînement des choses. D'enchaînement, exactement. Et vous débarquez ici, à Tel Aviv. Oui. Pourquoi Tel Aviv ? Pourquoi Tel Aviv ? Je pense que ça nous correspondait bien. Je me serais définie à ce moment-là un peu comme bobo, pas religieuse. D'accord, pas de problème, on dit rien. Ok. Et en fait, voilà, on savait pas trop où aller. L'appart qu'on a trouvé, qui s'est un peu déroulé comme ça devant nous, était à Tel Aviv. Plein d'amis nous disaient mais votre ville c'est Tel Aviv, et donc du coup on est venu ici à Tel Aviv aussi on s'est dit c'est une belle ville pour atterrir, pour voir un petit peu comment on se sent dans le pays, voir si on a envie de rester aussi, parce que c'était un sujet qui était ouvert, c'était pas on n'était pas déterminé. Au début c'était pour 1 an, mais pour la parenthèse, voilà. Mais finalement plus si affinité. Exactement, et on a adoré Tel Aviv. Enfin, là je parle surtout pour moi, mais moi j'ai vraiment trouvé cette ville extrêmement vibrante. J'ai senti qu'à Tel Aviv on pouvait être qui on avait envie en fait, et ça c'est pour moi
moi qui était en recherche, on va dire. Qui était en recherche, qui sortait d'un cadre qui ne me correspondait plus. Clairement, j'avais identifié que j'étais pas sur les bons rails ou que je m'étais pas forcément trompée de voie. J'aime pas l'idée de se tromper, mais en tout cas, j'étais arrivée au bout de quelque chose et c'est plus ce dont j'avais Disons envie. que vous avez toujours fait ce qu'on attendait de vous, en gros. Voilà, c'est exactement. ça, vous avez fait les grandes écoles, vous avez travaillé, vous avez eu une profession prestigieuse dans des endroits que certains auraient rêvé sûrement être à votre place, mais vous, finalement, c'était plus ça, quoi. Exactement. Et ça aurait été très dur de le quitter sur place à Paris parce que simplement j'aurais pas forcément eu la compréhension, le soutien, les exemples autour de moi. Israël et Tel Aviv peut-être en particulier, c'est vraiment un endroit où on peut se réinventer, où les gens ont plein de casquettes différentes et où en fait, quelque part, j'ai eu l'impression que je pouvais être qui je voulais. Quoi. On vous juge pas, quoi. Voilà, que je pouvais être. Il y a plus. On sort de cette. C'est pour ça que je parle de sortie d'Égypte. On sort de cette notion d'il y a quelque chose, il y a une case qui est la bonne, et puis tout le reste n'est pas valable. Alors là, je parle de mon point de vue d'Ola Hadasha. Peut-être qu'un Israélien de souche aurait un vécu différent, mais voilà, moi j'ai vraiment ressenti ça de manière très forte. Donc, alors, ça c'est votre ressentiment. Par contre, vos parents, c'était pas tout à fait la même chose. Ils n'ont pas du tout compris ce changement de vie, ce changement de situation. Et Israël, pour eux, ça voulait rien dire. C'était n'importe quoi, ma fille. C'était un peu radical. Alors, j'avais mes parents d'un côté qui, effectivement... étaient contre. C'est pas qu'ils étaient contre, ils comprenaient pas. Voilà. C'était juste... c'est allé très vite. D'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui hésitent à partir ou qui ne partent pas à cause de ça. C'est allé très vite. Alors bon, déjà, il faut savoir que mes parents et moi, on n'était pas déjà pas dans la même ville. Donc, c'est pas comme si on vivait ensemble, qu'on avait cette vie de famille hebdomadaire comme certaines familles peuvent l'avoir. Ils étaient à Strasbourg, j'étais à Paris. Mais effectivement, incompréhension, difficulté d'admettre que le changement encore de pays, bon, comme on l'a présenté aussi comme un test, comme un an de ça parenthèse. Un petit peu mieux, mais bon. Mais le changement, l'idée de changer de profession, tout ça, c'était très compliqué à intégrer pour eux. Par contre, on avait quand même mes beaux-parents qui, eux, étaient absolument ravis. Ah bah bien sûr, c'est sûr, de nous voir débarquer. Qui ont vu ça comme un miracle et qui, voilà, donc c'était ça. Il y avait quand même ce côté-là aussi qu'il faut. Alors, dès que vous êtes arrivé, il faut dire que vous aviez très bien appris l'hébreu grâce au Talmud Torah de Strasbourg. Donc, et en plus, vous avez potassé la méthode Assimil. Donc, vous avez. Non, mais c'est important de le dire parce que ce sont de bons réflexes à avoir. Je la recommande pas pour un débutant, mais pour potasser quand on a déjà des bases, c'est bien. Elle est bien. Ouais. Ok, donc voilà, c'est important de le dire. Donc vous êtes arrivé, vous aviez quand même quelques clés en main et vous avez tout de suite, dès l'Ulpan, développé une fascination pour le pays. Ouais, j'ai vraiment été fascinée par ce mélange de cultures. Tout à fait à l'encontre de ce que votre frère vous avait prédit. C'est ça, il vous a dit, mais tu vas aller avec des juifs, mais tu es folle, ils sont tous pareils toute la journée. Ouais, il n'était pas aussi radical, mais c'est vrai qu'il m'a dit effectivement ça. Il m'a dit, mais t'as pas peur d'être juste entre gens qui pensent la même chose, Et en fait, je suis arrivée, j'ai rencontré des juifs russes qui n'avaient aucune attache avec la religion, mais qui avaient quand même cette identité juive. J'ai rencontré des juifs yéménites, orientaux en général d'ailleurs. Pour moi, il y avait Ashkénaz, Séfarade, c'était voilà, il n'y avait pas de. C'est Maroc, Algérie et Pologne. Et Russie, voilà. Et donc, en fait, il y a eu cette fascination pour ce pays qui, finalement, réussit à faire vivre ensemble autour d'un projet commun des gens qui sont aussi différents, avec des cultures aussi différentes et des parcours qui sont tous complètement fous, quoi. Chaque personne ici a un parcours particulier, une histoire à raconter. Et puis à ça, et puis évidemment... ça faisait résonance avec la difficulté en France, justement, de ces problèmes identitaires, communautaires. Ça a fait résonance chez vous avec tous les débats, toutes les polémiques qu'on a en France, en fait, effectivement. Vraiment, ça m'a fait prendre du recul un petit peu sur la façon dont on voit les choses en France. C'est clair que le fait d'avoir cette identité commune, ce projet commun, c'est quelque chose qui fédère et qui amène une très grande, ce que je disais aussi, une très grande fraternité, une très grande solidarité entre les gens. C'est-à-dire que tout le monde a l'impression d'être frère, quoi. Bien sûr. Si j'ai mon enfant maintenant qui tombe dans la rue, je sais que quelqu'un va le ramasser, quoi. C'est cette sensation qu'on va toujours trouver du soutien s'il nous arrive quelque chose. Bon, alors, comment vous vous situez aujourd'hui entre votre bonne éducation, on va dire ça comme ça, la chutzpah israélienne? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est ça finalement que vous cherchiez? Ouais, la chutzpah, ça me faisait peur au début. Avant de venir, je me suis dit, mais je vais me faire marcher sur les pieds, moi qui n'ai jamais appris à poser mes limites, à défendre mon point de vue. Alors, je l'ai quand même fait un petit peu, j'étais avocate, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui me paraissait difficile. Et en réalité,
je me suis rendu compte que c'est une richesse, que c'est une richesse de dire les choses, que c'est une richesse d'oser poser ses limites et d'affirmer ce qu'on a envie d'affirmer. La politesse, moi j'étais super contente de ne pas avoir besoin de dire à mes enfants toutes les 5 minutes de dire s'il vous plaît, merci, parce que ça va changer. Non, mais pourquoi ? Parce que en fait, on a l'impression, enfin moi j'avais l'impression à Paris qu'on me regardait en permanence et que j'avais besoin d'être tout le temps sur leur dos pour qu'ils disent merci s'il vous plaît, etc. Et que ça m'empêchait finalement de créer un vrai contact, une vraie connexion avec eux. Aujourd'hui, ça a changé. Et ben voilà, le fait d'enlever ça et de leur apprendre aussi qu'on peut dire ce qu'on veut, que bon c'est sûr quand ils disent je veux l'eau, voilà, c'est sans le s'il te plaît, sans le merci, mais je leur dis quand même parce que je suis française après tout, mais quelque part le fait de lâcher cette pression là, c'est important, je pense. Bon alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Puisque vous n'êtes plus avocate, on l'aura compris. Vous faites quoi ? Alors aujourd'hui, je suis coach de vie et je suis professeure de Koya. Alors le Koya. J'adore. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est que le Koya parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui... Là, c'était encore un truc qu'on n'a jamais entendu ici, et c'est très bien. Ouais, moi, j'ai découvert ça par hasard ou Mina Shamaïm, comme on veut le voir, mais en tout cas, quand j'ai vécu quelques mois aux États-Unis, j'ai rencontré la fondatrice du Koya, qui s'appelle Rochelle Chic, qui a créé un mouvement dansé pour les femmes, un mouvement en pleine conscience qui mélange yoga, danse libre et mouvement féminin. Pour en fait, l'idée c'est de se reconnecter finalement à l'intuition, à notre âme, à notre corps, à nos émotions, à nos sensations, d'apprendre à écouter son corps, à savoir comprendre les messages finalement de cette intuition, de ces sensations, et d'apprendre à utiliser aussi cette intelligence-là dans nos décisions et dans nos choix, finalement, dans nos choix de vie. C'est-à-dire que c'est est-ce qu'on peut dire que c'est un sport ou on peut dire que c'est pas un sport? Ouais, on me pose souvent la question. C'est plus de la méditation, de la pleine conscience, par le mouvement. Et c'est aussi, il y a un aspect communautaire qui est très important. Ça se pratique en cercle de femmes. Et puis, en fait, il y a pas mal d'échanges. Chaque cours a un thème. Alors, c'est mon choix. Les thèmes, ça va dépendre un petit peu du public. Mais par exemple, ça peut être des thèmes sur la joie, sur la liberté, sur l'intuition. Et ça aide à se reconnecter et à faire sa vie quelque chose voulu et non pas subi. Exactement. Tout dépend de l'intention qu'on va y mettre, parce que c'est chaque personne, à chaque cours, qui va définir son intention. Mais une fois qu'on a défini l'intention, qu'elle ait un lien ou pas avec le thème, ça nous emmène dans un espèce de voyage intérieur, avec des pauses pour échanger avec les autres femmes présentes. Mais chacune est vraiment, pendant les moments de danse, chacune est vraiment dans sa bulle, en fait. Et voilà, et suit son corps, suit son... Alors, vous avez bien sûr adoré cette méthode que vous avez découverte, et vous avez bien sûr, pour devenir coach, vous êtes formé, donc vous êtes retourné à l'école en Israël, dans une école américaine de coaching. Exactement. Alors, donc là, le Koya, c'est un des outils que j'utilise. Voilà, exactement. Quand j'étais encore en France, j'avais commencé à être attirée par le coaching, par des expériences multiples, mais notamment par une formation que j'ai faite en communication non violente, qui m'a permis de découvrir en fait les conflits intérieurs, comment gérer les conflits en général, mais aussi que finalement à l'intérieur de nous on a plein de petites voix, on est tous plusieurs à l'intérieur. On veut la sécurité. Exactement. Et en fait on rêve d'évasion. Voilà, et comment en fait gérer ces conflits-là. Et en fait je me suis dit mais c'est incroyable, et je me suis passionnée pour le développement personnel. Et en arrivant ici, bon il y a eu quand même c'est très à la mode en Israël aussi. Oui, moi, dans le monde entier de toute façon. Voilà, c'est une vague de tendance, mais c'est voilà, c'est vraiment venu de l'intérieur, une attirance très profonde. Et en fait, au bout de 8 mois en Israël, j'ai rencontré à une soirée des femmes qui étaient dans ce domaine-là et qui m'ont dit mais viens, essaye cette école, elle est super, c'est vraiment une super méthode de coaching. C'est une école qui est réputée aux États-Unis, qui a un bureau ici à Tel Aviv. La formation était à la fois en anglais et en ivrite, donc pour moi c'était aussi parfait. Et en fait, premier cours, je me suis sentie complètement à ma place. Je me suis dit, OK, c'est ça. Donc, je me suis formée. Je me suis aussi... donc, on peut se former au coaching. Ensuite, on peut aussi se faire superviser pour être certifié. Donc, j'ai fait ce processus aussi pour vraiment pouvoir en faire une profession. Et donc, aujourd'hui, je suis coach certifié auprès du Lishkat Amehamnim en Israël. Et prof de Koya. Parce que je me suis aussi certifiée récemment. Ouais. Est-ce qu'Israël vous a permis d'être légitime dans ce changement ? Israël m'a permis d'abord d'avoir une expérience de vie qui fait que, quelque part,
j'ai appliqué le coaching à moi-même pendant plusieurs années, en fait. Ça vous a aidé? Je pense, oui. Parce que pour moi, pour être coach, il faut aussi avoir vécu des choses, il faut avoir, je pense, un peu de recul sur certaines situations. Et j'ai vécu plein de transitions en même temps en arrivant ici en Israël. La transition, évidemment, de passer d'un pays à l'autre. La transition, parce que j'étais encore dedans, finalement, entre jeune femme et maman. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été un long processus pour moi, surtout qu'on a découvert après 1 an et demi ici que mon fils était atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, un trouble très léger, mais qui nous a quand même pris beaucoup d'énergie. Et puis transition professionnelle. Et donc voilà. Donc du coup, ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir envie d'aider les personnes qui sont en phase de transition. Est-ce que c'est ça, cette possibilité qu'Israël vous a donnée d'être vous-même après tout et de changer complètement de carrière, qui vous a fait rester, ou c'est aussi la façon dont la place, on va dire, de l'enfant dans la société israélienne? Ouais, c'est tout à fait un mélange des deux. La place de l'enfant a été très importante aussi dans la décision. Et notamment, évidemment, le soutien qu'on a reçu pour notre fils. La place de l'enfant d'abord, parce que c'est vrai que être maman à Paris, on passe parfois un petit peu pour un boulet quand on arrive dans un restaurant avec la poussette, on nous regarde du haut en bas, oh là là, encore j'ai pas envie de dire de gros mots, mais qui va nous empêcher d'avoir une soirée tranquille. Ici, il y a des chaises hautes dans tous les cafés, il y a des jeux pour les enfants, des feutres. L'enfant est vraiment, finalement, c'est l'essence de la vie, en fait. Et c'est vraiment ressenti. Et moi, qui étais jeune maman, qui me sentais pas du tout à l'aise à Paris, parce que j'avais envie d'être plus présente pour mes enfants et que j'avais l'impression d'être un petit peu un Ça veut dire ici, on peut finir plus tôt et avoir quand même une carrière Ici, je sais. Alors, je n'ai un point de vue encore assez limité, mais c'est vrai qu'ici, au GAN, déjà, ça, c'est aussi une adaptation à faire, mais c'est vrai que le GAN finit tôt. L'école aussi. L'après-midi, il y a un centre de loisirs, mais disons que le centre de loisirs va jusqu'à 4h30, pas jusqu'à 6h30 comme à Paris. Donc c'est un petit peu inversé, mais à 4h30... Les mamans sont chez elles. Les mamans, les papas aussi. Les papas sont super présents. Alors moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé dans les lieux où j'ai vécu, c'est-à-dire Tel Aviv et Ra'anana. C'était un côté de la société israélienne très séduisant, j'imagine, pour vous. Très séduisant. À un moment où j'avais vraiment besoin d'avoir ce genre de repères, en fait. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu le suivi de notre fils. D'abord la façon dont on nous a accompagnés. C'est ici qu'on l'a diagnostiqué, en fait, ouais, c'est ça. Tout à fait. Ça aussi, ça tout à fait. Ça a été pour moi un soulagement énorme. C'est vrai. Ouais, parce que moi je suis sa maman, quoi. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui était poser étrange. Des mots sur. Exactement. Sur ce ça a été une libération, un soulagement. En plus, tout faisait sens, quoi. Il y a des personnes qui m'ont dit mais tu devrais demander une seconde opinion. Mais en fait, moi je sentais que c'était juste. Et j'ai appris du coup avec le Koya et tout ça à sentir, donc vraiment je me sentais à l'aise avec ça, et du coup au lieu de résister, je me suis laissée porter, et mon mari avec évidemment, et en fait à partir de là avec donc le centre du développement de l'enfant, le Machonit Patrout Hayeled, on a vraiment été emmenés sur un process qui aujourd'hui a amené vraiment des changements visibles chez lui, quoi. Et entre les deux, on a déménagé, on est passé de Tel Aviv. Vous avez quitté Tel Aviv que vous aimiez tellement. Ouais. Pourquoi c'est trop cher Tel Aviv? Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Compliqué d'avoir une vie de famille. Je pense que c'est faisable. Non, c'est faisable. Là, c'était oui par rapport aux enfants, à l'éducation. On est donc pour les auditeurs, on est parti à Ra'anana. On a fait ce choix-là pour plusieurs raisons. Déjà, on avait envie de plus d'espace. Aujourd'hui, on loue une maison pour peut-être le même loyer que ce qu'on a. Voilà, un appartement. On a des écoles. On sait que les écoles là-bas sont très bonnes, mais il y a aussi, c'est aussi moi qui avais besoin de calme, d'espace, de verdure. J'adore venir à Tel Aviv. J'adore rentrer chez moi le soir. Okay. Et puis il y a des gens super sympas à Ra'anana. Mais c'est sûr, il y a des gens sympas partout. De gens de partout, et non, on s'est vraiment vite refait. Intégré. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite? Est-ce que vous attendez de l'émission peut-être que certaines personnes se forment au Koya? Pourquoi pas? Ce serait sympa. Il faut habiter Ra'anana, j'imagine, pour ça. Alors, pour danser, pas forcément. J'ai un cours à Tel Aviv pour l'instant qui est un cours mensuel. D'accord. Parce que il n'y a pas encore énormément de monde qui connaît, mais l'idée, c'est de développer. J'ai un cours à Ra'anana qui va être mensuel aussi, mais là, c'est le matin. À Tel Aviv, c'est le soir. Et je commence à développer petit à petit. Alors, se former au Koya, en tout cas, venir danser avec moi, avec grand plaisir, pour les femmes. Ouais. C'est possible, exactement. J'ai une page qui s'appelle Koya Israël, qui est en anglais, une page Facebook. Donc on peut consulter cette page. Sur exactement. la page, bien sûr. Et puis ensuite il y a le coaching, bien évidemment.
vraiment, là, l'idée, c'est vraiment d'aider les personnes en transition qui passent par les phases que j'ai décrites, c'est-à-dire la prise de conscience que quelque chose ne va pas. À partir de là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pour trouver une direction qui me correspond vraiment, pour aller vers quelque chose qui fait du sens pour moi ? Parce qu'en fait, il y a des étapes pour ça et il y a parfois des personnes qui veulent aller très vite et qui veulent tout de suite la solution. Et en réalité, ça aide énormément de se poser, de se prendre du temps pour vraiment réfléchir et reprendre les choses en main, en fait, reprendre sa vie en main, reprendre la responsabilité de ses choix et les faire en conscience. Donc vraiment, le coaching, le Koya, ensemble ou séparément, en tout cas, c'est ça, effectivement, c'est dans cette direction que vous allez j'ai aller. mes projets. Ouais. Bon, alors ça, c'est chouette pour nous. Et j'ai aussi une page Julie Katz savoir. Coaching en français sur aussi Facebook. Ouais, pour D'accord. l'instant, parce qu'au départ, c'était deux choses choses qui étaient encore séparées pour moi. Et oui, et en fait, je commençais à faire les liens et à voir comment les mettre ensemble. Bon, sans regret apparemment. Aucun. Ok, en tout cas, merci. C'était très sympa de vous recevoir. Je vous souhaite plein de bonnes choses, vraiment. Merci. Et à bientôt. Merci de m'avoir accueilli. De rien, ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.